Une question comme à notre habitude ce matin. Mémoire, réparation pour l'esclavage. Nana Akufo-Addo, le cavalier solitaire. Telle est notre grande interrogation. Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, appelle ses homologues africains à faire front commun pour obtenir des réparations pour l'esclavage transatlantique et les dommages causés durant l'ère coloniale. Il dit, je cite, « Le continent africain tout entier mérite des excuses officielles de la part des nations européennes impliquées dans la traite des esclaves », a d'ailleurs déclaré le 14 novembre dernier Nana Akufo-Addo lors d'une conférence sur les réparations réunissant des dirigeants africains à Accra, au Ghana. Aucune somme d'argent ne peut réparer les dommages causés par la traite transatlantique des esclaves et de ses conséquences. Mais il s'agit d'une question que le monde ne peut plus ignorer, a-t-il ajouté. Toutefois, le président ghanéen n'a pas précisé la forme que pourraient prendre les réparations financières pour l'esclavage transatlantique qui a organisé le commerce de millions de personnes d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Le président ghanéen, dont le pays a été le premier du continent à accéder à l'indépendance en 1957, avait déjà réclamé réparation devant l'Assemblée générale de l'ONU en septembre dernier, invitant l'Afrique à collaborer avec les Caraïbes pour faire progresser les réparations. Nana Akufo-Addo a ajouté qu'il s'agissait d'une demande de justice légitime. Le fort de Cap Coast au Ghana, ancien comptoir colonial de la traite négrière, est inscrit aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Décrivant l'esclavage et le colonialisme comme la phase sombre de l'Afrique, le président de l'Union des Comores et président de l'Union africaine, Azali Assoumani, a expliqué pour sa part, pendant la conférence, que l'ombre de l'ère coloniale fait encore des ravages dans notre population. Ce mois-ci, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a exprimé sa honte face aux crimes commis pendant la période coloniale de son pays en Tanzanie. En début d'année, le propriétaire du journal britannique The Guardian a présenté ses excuses pour le rôle joué par les fondateurs du média dans l'esclavage transatlantique et a annoncé un programme de justice réparatrice d'une durée de 10 ans. Récemment, certains chefs d'État occidentaux ont commencé à reconnaître les torts commis au cours de cette époque en Afrique et des musées ont commencé à restituer des trésors et des œuvres d'art africains volés. Le Nigeria est en passe de récupérer des milliers de plaques métalliques, de sculptures et d'objets du 16e au 18e siècle qui ont été pillés dans l'ancien royaume du Bénin et se sont retrouvés dans des musées et chez des collectionneurs d'art aux États-Unis et en Europe. Le Bénin, voisin du Nigeria, a inauguré l'année dernière une exposition de ses œuvres d'art et de ses trésors restitués par la France après 2 ans de négociations. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore ce matin. Mémoire, réparation pour l'esclavage, Nana Akufo-Addo, le cavalier solitaire, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Jean-Paul Mbelek. Il est astrophysicien. Il est notre invité ce matin. Docteur Jean-Paul Mbelek, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous les spectateurs de cette émission Parole au panafricaniste sur Panafricaniste TV. Bonjour à notre équipe technique, donc spécial bonjour à Gérès. Et ben, je t'écoute, Steve. Eh bien, nous parlons ce matin de mémoire, réparation pour l'esclavage, Nana Akufo-Addo, le cavalier solitaire. En tout cas, c'est notre grande interrogation. Le président ghanéen a déclaré, je cite, le continent africain tout entier mérite des excuses officielles de la part des nations européennes impliquées dans la traite des esclaves. Jusqu'à preuve de contraire, nous sommes en novembre 2023. Depuis la fin de l'esclavage, même si nous savons que ce n'est pas encore terminé, eh bien, jamais l'Afrique n'a reçu des excuses de la part des anciens esclavagistes. Je te réponds, Steve, mais juste, je vais te faire une observation. Le premier État indépendant en Afrique, mis à part l'Éthiopie et le Libéria, qui, bien sûr, sont hors course coloniale, et c'était l'Égypte, 1953, suivi du Soudan, 1956, du Maroc, la même année, 1956, et seulement l'année suivante, le Ghana, 1957.
On parle bien sûr de Peumé et de l'Afrique de l'Ouest, il faut bien préciser. C'est ça, Afrique de l'Ouest. Si tu avais d'Afrique de l'Ouest, je n'aurais rien eu à dire. Bon, après, il y a la Guinée 1958. Puis là, il y a la vague de 1960, tu connais. Ok. Bon, ça, c'était juste pour qu'on ait mis en mémoire. L'Afrique, c'est un tout, tu vois. L'Égypte, le Soudan. Parce que sinon, on croit qu'on parle que d'une partie de l'Afrique, tu vois. Quand on, tu sais, souvent, les gens, ils confondent. Quand ils disent Afrique, en fait, ils pensent d'abord Afrique francophone, même. Entre guillemets, tu comprends. Colonisée par la France, dans laquelle ils ajoutent même le Cameroun, parce que normalement le cas du Cameroun doit être à part. Alors, donc maintenant je reprends ta question. Alors, pour Nana Akufo-Addo, je pense qu'il se ment à lui-même. Et puisqu'il y a le mot même si on se ment à soi-même, il y a quand même le mot mentir. Et professeur Théophile Obenga, je me souviens, avait défini deux types de menteurs. C'était la première fois où quelqu'un nous présentait, parce que le mot béotien, par exemple, on connaît, mais il a parlé des béotiens et il a ajouté aussi les crétois, en distinguant les uns des autres. Alors, la Béotie, c'est une région de la Grèce. La Crète, c'est une île au large de la Grèce. Alors, il disait que les béotiens, c'est ceux qui mentent par ignorance. Et les crétois, c'est ceux qui mentent de mauvaise foi. Dans le cas de Akufo-Addo, on peut se poser la question, il se ment par ignorance, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas le sujet, mais il est président. Ou alors il est de mauvaise foi. C'est-à-dire lui-même il sait que tout ce qu'il demande là n'arrivera jamais. Mais il fait semblant, quoi. Effectivement, tu l'as bien fait remarquer. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'excuse. On a vu là, il y a eu une fois une assemblée qui s'est réunie à Durban pour discuter justement des droits de l'homme, des réparations, tout ça. Et ça finit en cacahuète parce que les États-Unis et l'État d'Israël se sont retirés et ils se sont fâchés avec tout le monde. Hein? Donc pour eux, il y avait les Palestiniens même étaient concernés dans cette affaire. Voilà. Et ces crimes sont nombreux. Mais il faut d'abord il faut savoir qu'il y a l'Afrique continentale et il y a la diaspora africaine. Et dans la diaspora africaine, il n'y a pas que celle qui est aux Amériques. D'abord, il y a la diaspora africaine en Afrique même. C'est-à-dire qu'il y a des Africains qui ont été déportés du continent africain vers les îles, qui est à Sao Tomé et Principe, qui est à La Réunion, ok, et même qui est à Madagascar. Pourtant, ça c'est l'Afrique. Donc, il faut avoir une vision. Et puis, il y a l'Europe. Et ça, je suis sûr que beaucoup d'Africains ne l'imaginent pas. J'ai pas dit tous, hein, j'ai dit beaucoup, parce que je vois bien qu'il y a des gens qui sont au courant. Quand je vais sur le net, je vois quand même qu'il y a, surtout du côté de tous ceux qui maîtrisent la langue anglaise, on voit quand même qu'ils ont fait un certain travail de ce côté-là. D'ailleurs, je crois qu'ils sont beaucoup plus avancés sur tout ce qui concerne la présence des Noirs dans le monde. Quel que soit le Noir, qu'il soit préhistorique, parce qu'il y a des Noirs préhistoriques en Inde, par exemple, au large des îles Andaman, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus d'Afrique il y a très très longtemps, mais qui, comme ils trouvent un climat qui ne change pas trop de celui d'Afrique, gardent la même apparence, y compris même les cheveux crépus, parce qu'en Afrique on trouve toutes sortes de textures de cheveux, mais eux là-bas, quand on va dans les îles Andaman, on croit voir des populations de l'Afrique centrale, les îles Andaman. Voilà, c'est au large. C'est des îles entre la Birmanie, enfin ce qu'on appelle maintenant bon, le nom pas Burma. Non, c'est pas Burma. Ils ont changé de nom. Myanmar. C'est ça, Myanmar, voilà. Donc c'est entre Myanmar et l'Inde. Voilà. Et il y a d'autres Noirs. Il y a Nouvelle-Calédonie, il y a des Noirs. Pareil, les conditions climatiques étant comme elles sont, pourquoi tu veux qu'ils deviennent blancs? D'abord, aucune raison. Et puis, les îles Fidji, même, on n'y pense pas. Même, tu sais, même Taïwan dont on parle là. Taïwan même. Ça, c'est les Noirs préhistoriques. Les Chinois sont venus après. La présence chinoise au Taïwan, c'est pas avant le XVIIe siècle. Et même ramenés par les Hollandais pour travailler la terre. Et les Hollandais eux-mêmes ont été chassés plus tard par les Espagnols. Enfin, il y avait une histoire entre Espagnols, Hollandais, ils se battaient. Et c'est comme ça que la Chine, pour la première fois, arrive à Taïwan et s'installe. Mais les vrais autochtones de Taïwan ne sont pas les yeux bridés qu'on voit. Ce sont des populations noires qui parlent les mêmes langues que celles qu'on parle en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est les mêmes familles de langues. Or, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est toujours là-bas en Asie, mais c'est toujours des populations noires. Exact. Et si je dis même la grande île, dont une partie est encore, parce qu'une partie a été annexée par l'Indonésie, une autre partie est restée libre, c'est Timor. Et tout ça, c'est des Noirs. Voilà. Donc, et puis il y a maintenant la présence historique.
Là, je parlais des Noirs préhistoriques, parce que si je dis ça, ça paraît évident à tout le monde, puisque l'homme est né en Afrique, bon, on comprend que là où le climat le permettait, voilà. Mais même si on parle de la préhistoire, il faut aussi noter que pendant longtemps, pendant la préhistoire, l'homme, même en Europe, il est noir. Donc, il faut préciser tout ça, Steve, et tu vas voir que, contrairement à ce que certains s'imaginent, il faut même plus grave que ça. Donc, à un moment donné, c'est même pas la peine de parler de réparation. Je vais expliquer pourquoi. Ou alors, je le dis tout de suite. Pourquoi il faut parler de réparation parce que c'est un problème de rapport de force. Tu l'as dit, ils n'ont pas demandé d'excuses. C'est un problème de rapport de force. Donc, les choses comme les réparations, si tu veux vraiment avoir un vrai gain de cause, tu dois d'abord augmenter ta force. Oui. Et quand tu seras suffisamment, pas énormément fort, mais suffisamment, c'est-à-dire une force suffisante pour que tu puisses le faire et avoir gain de cause, quand tu seras suffisamment fort, là, tu demandes réparation. Et je te dis que ce que les Occidentaux doivent aux Africains, pour ne parler des Occidentaux, parce que je n'ose parler des Orientaux, tu peux mettre autant de zéros que tu veux, ils ne pourront jamais payer. En fait, ils vont être condamnés à travailler éternellement pour les Africains. C'est-à-dire qu'ils seront, dès que l'Africain va demander quelque chose, il sera obligé de donner. Voilà. Il peut pas, parce que l'addition est tellement grande. Je dis, moi, je sais pas où je veux. Moi, je vais fermer les yeux, je mets seulement les zéros comme ça. Dès que je mets le 1, je ne regarde pas. Tant que ma main ne se fatigue pas. Et quand elle se fatigue, je prends un ordinateur pour taper pour moi. Et les zéros vont pas finir, ils peuvent pas payer, Steve. Tellement les crimes sont immenses. Et ça remonte. C'est pas une affaire d'hier. Alors, donc, je disais donc que, même sur le plan préhistorique, mais il y avait des Noirs. Par exemple, si on va en Angleterre, on a une attestation, on a l'homme des Cheddar. Je te parle pas des vieux squelettes de 100 000 ans. Non, non. Bon, d'abord, l'homme entre en Europe autour de 50 000 ans. Donc, je remonte pas à 50 000 ans. Je dis que l'homme des Cheddar en Angleterre, il y a 10 000 ans seulement. Il est noir. On est d'accord? Bon, c'est pas tout. Je te signale maintenant que l'Angleterre, on appelle ça les pays anglo-saxons. Pays anglo-saxons. Or, les Angles et les Saxons sont des populations germaniques qui n'ont pas quitté le continent avant qu'ils en aient fini d'abord avec les Romains. C'est-à-dire, c'est bien après Jésus-Christ que les Angles et les Saxons, d'abord les Angles, arrivent en Angleterre, suivis par les Saxons. Bon, avant eux, d'autres populations blanches avaient déjà suivi. C'est-à-dire, il y avait déjà eu les Celtes, ok? Mais il n'y a pas de présence celte, même dans l'Europe continentale. Il y a seulement 4000 ans, ça n'existe pas. On est d'accord? Voilà. Donc, ça veut dire que jusqu'à il y a 4000 ans, toute l'Europe là, surtout l'Europe occidentale. Surtout l'Europe occidentale. Pourquoi? Parce que les populations dites blanches naissent, on a les dates, il y a environ 8000 ans. Nous sommes autour de la mer Noire, le Caucase. Il y a donc, en allant à la périphérie de l'Europe, hein, oui. à la sortie même de l'Europe, c'est-à-dire que tu es entre l'Europe et l'Asie, et il y a 8000 ans seulement. Et ils entrent en Europe il y a seulement 6000 ans, pas l'Europe du Nord. Et le reste de l'Europe, c'est par exemple la France, il y a à peine 4000 ans. Les 4000 ans, on avait déjà construit les pyramides, Steve. Il y a longtemps, on avait déjà construit les pyramides. Donc, cette histoire d'esclavage, il faut l'estimer en maîtrisant. C'est pour ça que j'ai parlé des Crétois et des Béotiens. En bien les maîtriser pour ne pas être ni un Béotien, un ignorant, ni un Crétois, quelqu'un de mauvais soit au service de l'impérialisme, qui vient tromper les Africains en faisant croire qu'il y a eu réparation. Alors qu'en fait, le niveau de réparation n'est pas atteint. C'est pour ça, réparer quelqu'un, c'est que on peut être en paix. On peut être en paix. Oh, bon, je n'efface pas ce que tu as fait, mais au moins on peut continuer en paix. Mais c'est pas le cas. Alors, donc une fois que j'ai parlé des Noirs préhistoriques, maintenant il y a les Noirs historiques, Steve, et ça c'est le chapitre méconnu. Oui, les Noirs historiques, c'est-à-dire, je te dis une chose, jusqu'au XVIIIe siècle, document attesté, plus du quart de la noblesse anglaise et la haute classe, y compris que tu prennes par exemple les amiraux, les généraux, les marquis, les comtes, les vicomtes, les ducs, tout ça là, la noblesse anglaise et la haute classe anglaise, au moins un quart à la cour d'Angleterre, j'ai l'attestation, c'était des Noirs. Si plus d'un quart à la cour d'Angleterre, du roi d'Angleterre ou de la reine d'Angleterre, est noir, imagine dans la population, mais non. Parce que pour avoir la haute classe, la basse classe est quand même plus nombreuse, exact, dans les proportions. Ok. Donc, la question est, où sont partis ces Noirs? Où sont partis les Noirs? 18e siècle, c'est hier. Parce que le livre dont moi je te parle là, il a été écrit par un espion du nom de John Mackay. Et ça a été édité en 1733, 18e siècle. Au 18e siècle, le grand physicien John Michell, c'est un Noir, non? Oui. Même la Société américaine de physique l'a reconnu. Oui, c'est attesté.
John Mitchell, sa description, on la connaît, on a des documents qui le décrivent, il est noir, et pourtant il faisait partie de la Royal Society. Et voilà le mensonge qui arrive, pour ne pas tomber dans le côté béotien. Parce qu'on va te dire que, par exemple, d'abord il y a des faux portraits de John Mitchell. Souvent le portrait qui circule le plus, c'est un blanc, mais ça c'est le 19e siècle, alors que John Mitchell, il est mort au 18e siècle. 19e siècle. Et il s'appelle même pas John Mitchell, il s'appelle Sean. Sean, c'est un Irlandais, c'est un activiste irlandais. C'est son portrait qui circule. Donc, ça dit, déjà, il y a du faux. Ensuite, on va te dire que John Mitchell ne pouvait pas être noir. Je parle des gens maintenant des crétois, les gens de mauvaise foi. C'est surtout les blancs, là, de mauvaise foi. Tu vois? Voilà. Parce que c'est comme si on est sous un procès. Nous, on a tous les éléments pour instruire le procès. Tu comprends? Il faut connaître tous les éléments. On instruit le procès au vu, au su de tout le monde. Et nous gagnons le procès. Parce qu'on ne peut pas le perdre. Tu vois? Mais il faut pas aller comme ça, gadjaga, gadjaga. Faut savoir ce qu'on fait. Alors, d'autres vont te dire que John Mitchell ne pouvait pas être noir. Pourquoi? Ils croient qu'ils ont un argument. Ça, c'est un argument fallacieux, typiquement occidental. C'est-à-dire, c'est récurrent, ça revient souvent. Ils veulent arriver à cette conclusion. Mais ils ne partent pas d'une cause reconnue pour raisonner. Parce qu'eux ne raisonnent pas. Tu sais bien, ils sont nuls en maths. Les responsables politiques, ils sont tous nuls en maths. Si c'était pas nul en maths, il y a des choses qui ne feraient pas Steve. L'autre a passé également savoir que ils sont gérés par d'autres personnes. Oui, c'est ça. Alors, ils n'ont pas le droit de réfléchir. Donc, leur niveau baisse. Oui, automatiquement. Ok. Alors, je suis d'accord. Alors, donc, ce genre d'argument fallacieux, c'est quoi? C'est qu'ils ont une conclusion à laquelle ils veulent aboutir. Mais au lieu de partir d'une cause reconnue, et tout le monde voit comment le raisonnement est correct, on arrive à la conclusion. Non, c'est le contraire, eux. Ils parlent de ce qu'ils veulent avoir, ils se disent, qu'est-ce qu'on devrait dire en amont pour que tout le monde pense que cette conclusion est valable? C'est comme ça qu'ils font. Donc, voilà ce qu'ils vont dire en amont. Et c'est faux, puisque c'est basé sur aucun élément. L'élément, je l'ai donné, on a de la description, différentes sources de John Mitchell. OK? Voilà. D'ailleurs, c'est le référent John Mitchell. Il était comme toi. Pasteur, voilà. Et donc, ils vont te dire que non, le premier membre de la Royal Society, parce que John Mitchell faisait partie de la Royal Society, au niveau prestigieux, scientifique, reconnu par la royauté anglaise, hein, Royal Society, c'était un Jamaïcain. Et nous sommes là au 19e siècle, fin 19e siècle. Donc, comme John Mitchell est 18e, ça ne peut, donc, ça veut dire que c'est faux. Tu vois, le genre d'argument fallacieux. C'est faux. John Mitchell, nous avons la description. Et maintenant, je vais donc continuer. Si tu reviens maintenant sur, et tu vois, tout ça, c'est 18e siècle. Tout ça, c'est 18e siècle. Voilà. Même, quand tu regardes, même aux États-Unis, l'indépendance des États-Unis, c'est au 18e siècle. Tu vois? Pourquoi? Tout ça, c'est lié à ce qui se passe en Angleterre. OK? C'est-à-dire que le roi qui est là, George III, il faut le déposséder. Pourquoi? George III vient déposer. En fait, c'est quelqu'un qui est dans la démarche de reconstruire l'Angleterre avec son histoire, avec sa partie noire. Oui, il faut le savoir, Steve, avec sa partie noire. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais rien que par un raisonnement mathématique. Et puis, sur la base, par exemple, du livre de John Mackey. Hein? Parce que dans le livre de John Mackey, il cite 2 fils de John Mitchell. Il est décrit comme noir. Et c'est fort, hein? Black complexion. Il y a même certains, parfois, ils rajoutent very black complexion. Quand les gens sont blonds, ils disent, quand ils sont rouges, comment on appelle ça? Ils appellent ça, c'est les gens roux. Il le dit aussi. Le monsieur, il décrit tous les détails. Intelligent, grand, tel âge. Il dit, c'est marqué, page par page. Alors, donc, dans le cas présent, là, les 2 enfants sont décrits comme black complexion. Bon. Il peut y avoir des mères blanches, par exemple. Mais parfois, tu fais le raisonnement inverse. Tu te dis que si le roi est blanc, mais donc la mère est noire, tu vois. En tout cas, un des parents est noir. En fait, mais comme les 2 enfants ne sont pas de la même mère, la conclusion, c'est que le roi était noir. Et si c'est Charles II. Si Charles II était noir, son père était donc noir aussi. En tout cas, ils avaient du sang noir. Charles Ier. C'est la dynastie des Stuart, qui viennent d'Écosse. Voilà. Et quand je parle d'Angleterre, je peux parler aussi de l'Écosse, parce qu'il en parle aussi, la noblesse écossaise. En fait, quand je dis anglais, c'est britannique en général, mais le fond est anglais. Ça concerne aussi les Gallois. Voilà. Et donc, après, tu vois qu'il y a des Anglais qui ont fait des travaux. Et ça aussi, j'ai les documents. Et dans ces travaux, ils te disent carrément que le Charles II était noir. Ils te sortent même le portrait. Donc, tous les faux portraits qu'il y a. Alors, donc, je vais aller vite parce que le temps nous est imparti. Voilà. Donc, j'ai cette assurance qu'il y a une présence noire en Europe et dans la noblesse et l'Angleterre. Mais il n'y a pas que l'Angleterre. Je pourrais parler de l'Allemagne. On pourrait parler également de la France. Oui, par ricochet. Les Français ont beaucoup effacé. Mais par ricochet avec les Anglais, les Allemands, on peut arriver à la noblesse française, il y a également des Noirs. On peut arriver à la France. Voilà. Et même, une fois même ici, j'ai eu l'occasion de te parler d'un professeur du lycée que j'ai eu, qui s'appelait Monsieur Mavray. Je crois que je t'en ai parlé. Oui. Je crois dans une émission. Voilà. Et je pense que le monsieur connaissait ses origines. Parce que Mavray, le V là, c'est le U.
Mais à la Révolution française, ils notaient de façon latine. Le V et le U, c'était pareil. Donc, le monsieur mort veut dire qu'il a du sang noir. Il le savait. Il le savait. Je ne vais pas en dire plus. Il le savait. Je le sais qu'il savait. Parce que quelque part, il a communiqué avec moi. Mais moi, je l'ai compris que beaucoup plus tard. Tu vois? Bon, pas plus tard quand j'étais à l'université, mais disons, oui, à l'université, j'ai commencé à réfléchir, mais dans les premières années. Donc, j'ai pas attendu d'être trop vieux, je vais dire, pour comprendre à rebours que voilà, le monsieur me passait un message. Alors, bon, donc, une fois que j'ai parlé de cette noblesse, maintenant, je vais te parler des conquistadors. Les conquistadors, c'est-à-dire que, bon, d'abord, j'ai déjà dit, mais je vais pas développer ici, les 3 bateaux de Christophe Colomb. Il y a un des bateaux, c'était la Niña. Ça appartenait à la famille Niño, qui est d'origine africaine. Et le capitaine, c'était Pedro Alonso Niño. On en a parlé. C'est un nègre. Et c'est un nègre d'origine africaine. Donc ça, ce sont les nègres historiques. C'est-à-dire que les gens, ils pensent que l'homme est sorti d'Afrique. Non, les Africains ont tout quitté l'Afrique pour aller ailleurs. Que ce soit en Inde, nous connaissons Malik Ambar. Après, à chaque fois, ils vont dire c'est des esclaves. Hein, c'est des esclaves. Okay. Mais tu as aussi en Europe, beaucoup en Europe. Bon, je vais parler je mentionne seulement, parmi les conquistadors qui ont accompagné, bon là, la Niña, c'est le bateau de la famille Niño, avec Christophe Colomb, 1492. Mais plus tard, pour maintenant mettre le pied sur le territoire américain et le conquérir, je vais citer quelques conquistadors. Juan Garrido, Juan Valiente et Juan Garcia. Et il y en a même d'autres. Là, je te dis ceux qui me viennent directement à l'idée. Voilà les conquistadors. Ils sont noirs, et ça, on peut pas le nier. Ok? Et ils sont libres, c'est pas des esclaves. Ils ont des grades, ils ont des chevaux, ils ont des grades d'officiers. Okay? Ils ont des chevaux. Ils vont faire leur vie, donc ils vont fonder une famille. Ok? Bon. Donc, ça veut dire quoi, Steve? Ça veut dire que je pose la question. Où sont partis les Noirs européens? Parce qu'on parle que des Africains. Où sont partis les Noirs européens? Le génocide qui a commencé au XVIIIe siècle. Je parle vraiment à fond la caisse, tu vois? Et qui a continué jusqu'au début du XXe siècle. Parce que même l'Afrique, on peut parler de génocide. Mais, comme tu me parles de l'Occident, mais l'Occident, on peut la questionner, c'est elle qui colonise l'Afrique du Nord. Oui. Alors, nous savons que jusqu'en 1920, les pays d'Afrique du Nord, que ce soit l'Algérie et la Tunisie, les Noirs étaient libres là-bas. Ils sont partis où, ces Noirs? Maintenant, quand tu les trouves, c'est au sud. Par exemple, en Libye, c'est les Toubous. Et les Libyens, tu as vu le match, non? Tu as vu ce qui est arrivé aux joueurs camerounais, non? Moi, je pose même une question, mais là, c'est entre parenthèses. Pourquoi on est parti organiser un match à Benghazi, sachant que ce sont les gens du Benghazi, de Mitsatra, qui ont participé à l'assassinat de Kadhafi, et qui d'ailleurs ont accusé Kadhafi de soutenir les Noirs? Pourquoi on est parti jouer le match de football, qualification en Coupe du Monde, à Benghazi? C'est par ignorance, on ne savait pas ce qui pourrait arriver. Bon, je referme la parenthèse, je reviens sur le sujet. Alors, donc, où sont partis ces Noirs européens que je citais? Ils étaient nombreux. Même avant que la Reconquista, avant que l'Espagne recouvre sa pleine souveraineté, en 1492, en janvier 1492. Mais qui sait, Steve? La majorité des Juifs de la péninsule ibérique étaient des Noirs. J'ai les documents. Ah, c'est pas un discours comme ça. J'ai des documents attestés. J'ai les documents d'époque. La majorité, c'est écrit plusieurs fois, que la majorité des Noirs dans la péninsule ibérique qui étaient juifs étaient noirs. Des juifs plutôt, dans la péninsule ibérique étaient noirs. Il y avait des blancs, mais plus de 60% étaient des noirs. Ils sont partis où? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit des juifs en Europe, je parle pas des juifs en Afrique, il y en a, on connaît, mais les juifs en Europe même, autochtones, là, enfin, qui sont comme les autres, de souche, quoi. Ouais. On voit que des blancs. Ouais, il y a Ashkénazes, séfarades. On te dit même séfarades, c'est l'Espagne. C'est ceux-là qui venaient d'Espagne. Oui, je dis pas qu'il n'y avait pas de blancs là-bas, parmi les juifs en Espagne. La preuve, c'est les séfarades. Mais où est la partie noire? La partie juive noire d'Europe, elle est où? La partie juive noire d'Europe historique, elle est où? Ok? Alors, je vais finir avec l'affaire Somerset. On instruit un procès, Steve. Et je te dis, les vrais avocats, on leur donne les documents, ils vont maintenant, eux, instruire le vrai procès. Mais pour cela, tu sais que c'est un problème de rapport de force. T'as vu, la CPI, c'est n'importe quoi, sinon. Donc, une fois qu'on sera fort, on a les documents, on les réunit. OK? On réunit, on donne à nos juges. D'ailleurs, nous-mêmes, on crée notre cours. En fait, donc, je pose la question, maintenant, je vais chuter là-dessus. L'affaire Somerset. Parce que, dans le livre de John Mackey, il mentionne bien le duc de Somerset. Il est noir. Very black complexion, le duc de Somerset. Or, on va voir maintenant les descendants de Somerset. Ils sont blancs. Allez savoir pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Voilà, on appelle ça le white cleansing, le whitewashing, on appelle ça tout ça là. Bon, ok. Donc, ils sont partis où? Alors maintenant, l'affaire Somerset, c'est important. Parce qu'il y a un de nôtres qui a écrit un livre, il s'appelle Claude Ribes, c'est un entier, sur Somerset. Il parle de l'affaire Somerset. Mais il reprend le récit des Blancs.
des Blancs qui ne veulent jamais qu'on leur amène le tort, tu comprends? Sommer s'était présenté comme un... On est autour là, au XVIIIe siècle, même 18e siècle. Je te dis que le grand nettoyage là commence là, 18e siècle, ok? Voilà, même aux États-Unis. Nettoyer toute l'histoire, hein. Oui, blanchir. Enlever, entièrement. Déposséder. Déposséder le noir. Il y a des noirs qu'on les oblige, par exemple là, les nobles anglais, on peut t'obliger à épouser un blanc ou une blanche. On peut t'obliger. Ou alors, maintenant, c'est ça qui nous intéresse là maintenant. On t'envoie en esclavage. Ok? C'est ce qui arrive à Somerset. Parce qu'on nous présente l'affaire Somerset comme un esclave noir de la Virginie, dont le maître, au bout de 20 ans d'esclavage, décide de le ramener en Angleterre. Sauf que Somerset s'enfuit et va directement à la justice pour demander sa liberté. Et là, gain de cause. D'ailleurs, le juge envoie même des soldats pour le sortir du bateau qui veut le ramener en Amérique. Tu crois à ce récit-là? Tu crois pas à ce truc arrangé? Ok? Et on te dit que c'est de là que vient la prise de conscience des Anglais bon, si ça commence avec un juge, ça touche tout l'Angleterre. C'est là que vient leur prise de conscience pour maintenant abolir l'esclavage. C'est n'importe quoi. La vérité que Somerset, il est descendant de la famille de Somerset, duc de Somerset. C'est vers le sud de l'Angleterre. Et qui connaissait les lois. Donc le monsieur là, le steward là, il a commis l'erreur de le ramener chez lui. Et lui, il connaissait les lois. Il connaissait peut-être même le juge. Peut-être quand il était enfant, il connaissait même le juge. Tu comprends? Ou la famille du juge. Donc il a suffi, comme il connaît les lois, qu'il aille voir le juge et il lui explique son cas, que j'ai dit, il faut le libérer. Parce que celui-là, on le connaît. Tu comprends? C'est ça la vraie version. On peut la creuser, c'est ça la vraie version de l'affaire. Parce que l'autre est fallacieuse. Donc, Steve, il faut pas être béotien. Bon, surtout pas crétois, si on parle de réparation. Dans le cas d'Nana Akufo-Addo, je ne sais pas s'il faut le mettre chez les béotiens ou chez les crétois. Je sais qu'il y a quand même des gens derrière lui, il y a la communauté africaine-américaine, enfin, il y a une partie, pas toute. Mais ce qu'il faut que tous ces gens-là comprennent. Ils peuvent continuer à faire le travail de pression, mais la vraie demande ne viendra que... Parce que sinon, Haïti aussi demande. Haïti est à genoux, non? On a plutôt pillé Haïti. On lui a arraché de l'argent jusqu'au début des années 50. Haïti paye un tribut à la France. Bon, alors. Donc, ça veut dire que c'est un problème de rapport de force. Il faut qu'ils comprennent que tout ce qu'ils vont demander là, si on leur donne, c'est au rabais. C'est pas suffisant. Donc, la vraie justice ne peut se faire que quand il y aura soit des États africains forts, si ce n'est toute l'Afrique, pour former une unité forte, militairement forte aussi, pour imposer maintenant le point de vue africain. Entre-temps, rien n'empêche, il faut continuer à accumuler les données, les documents, et continuer à faire pression. Mais pas aller faire pression. Et d'ailleurs, la question, c'est à qui reviendront les dommages et intérêts? Au Ghana? Juste au Ghana? Avec Nana Akufo-Addo, qui va les dilapider pour redonner au FMI, à la Banque mondiale, je ne sais pas à qui? Non, c'est pas comme ça. Merci à vous, Dr Jean-Paul Bellec, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Steve, d'avoir l'occasion de m'exprimer sur un tel sujet, d'autant plus qu'il y a beaucoup à dire, mais au moins on aura eu l'avantage de l'avoir entamé, Steve. On l'a entamé et on y reviendra forcément dans les jours à venir. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bonne journée à toutes et à tous.